Du coup, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre aujourd'hui là pour ce nouveau numéro de Sens Large. Donc, on va parler de la recherche en médiation scientifique et en particulier du rapport et de la cartographie qu'a fait notre intervenante Muriel Gage, qui est professeure à l'université de la faculté d'éducation de l'université de Montpellier, pardon. Mais avant, en introduction, je vais donner la parole à Matteo Merzagora, qui est directeur de la médiation scientifique et de l'éducation à Universcience, qui va nous parler du coup du réseau Remedis, qui est le réseau sur la recherche, pardon, sur la médiation des sciences. Donc, comme d'habitude, hein, je vous laisse marquer les questions dans le chat et je les prendrai à la fin. Et donc, on a une petite demi-heure d'intervention de Mathéo et de Muriel, et puis après, on répondra aux questions du chat. Mm. Je te laisse, Mathéo. Ok, bon, donc merci de l'invitation tout d'abord. Bonjour à toutes et à tous, que je vois pas un visio, mais un caméra, mais un logo. Et donc oui, là, l'idée, c'est de faire une petite introduction sur les réseaux Remedis. En gros, je le dis en deux mots, hein, après je vais reprendre vers la fin de mon intervention. C'est un réseau entre universités et structures professionnelles de la culture scientifique, du partage des savoirs, pour deux motivations particulières, spécifiques, deux objectifs spécifiques. Un, faire de la médiation scientifique humaine, celle qui se passe entre deux personnes qui se rencontrent, un chercheur du public, un enfant, un expert, etc., en faire un objet de recherche. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se passent à ces niveaux-là qui peuvent devenir intéressantes pour en faire de la recherche, et surtout avec un souci de forte connexion entre la pratique et la théorie, entre la recherche sur la médiation et la pratique de la médiation, parce que ces deux univers on a vu qu'ils sont parfois un peu déconnectés. Mais avant je vais vous dire deux mots de plus sur qu'est-ce que c'est les réseaux, mais comme ça, en essayant de regarder un peu ce que pourrait être intéressant de raconter, j'aimerais raconter une petite histoire assez personnelle, mais que voilà, j'ai vraiment envie de la partager parce que ça concerne un ancien collègue, ou peut-être collègue de certains d'entre vous, c'était à l'INRA, Jean-François Cosson. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, mais c'était un chercheur. Et voilà l'histoire. Ça date désormais parce il est disparu en 2019. Mais comment je l'ai rencontré? À l'époque, j'ai travaillé à l'espace des sciences Pierre-Gilles Desgènes. C'était le lieu de culture scientifique lié à l'ESPCI Paris, l'école de physique et chimie de Paris. Et bon, on faisait des activités de culture scientifique. Et donc, on recevait très souvent, on était dans le milieu recherche et on a organisé les contacts avec le public. Donc, on recevait très souvent des chercheurs qui venaient nous voir parce qu'ils avaient de belles histoires à raconter et ils cherchaient du public. Donc, du public auquel parler, ou du public auquel s'adresser. Donc, ils nous disaient, bah, j'aimerais m'adresser aux scolaires ou plutôt qu'à un public un peu plus averti. Donc, je vais faire une conférence. Mais ce qu'ils cherchaient chez nous, c'était l'effet de trouver un public auquel parler, auquel s'adresser pour faire passer leur message. Et alors, un jour arrive Jean-François Cosson avec un projet qui s'appelait CITIC, sur l'éthique, celle qui pique, pardon si je prononce mal, mais bon, l'éthique, pas l'éthique. Et ils étaient en train à l'époque, le projet après a beaucoup évolué, mais d'imaginer, de penser une application qui pouvait permettre les bons comportements et les bons gestes aux usagers, au public, quand ils étaient piqués par une tique. Et donc, pourquoi c'était particulier la façon dans laquelle il nous a approchés? Parce qu'il a dit, bah, moi, je suis là, je connais plein de choses sur les écosystèmes dans lesquels se développe l'éthique. Je connais la bête, je connais la maladie de Lyme, je connais toutes ces choses-là, mais je ne connais pas les publics. J'ai besoin d'en savoir plus. Et donc, il a dit, est-ce que vous pouvez m'organiser des moments où je peux mieux comprendre les publics et comment il va avoir à faire avec cette recherche. Donc, spontanément, il a complètement inversé la relation et la façon d'avoir besoin du public, parce que lui, il avait besoin de l'écouter. Il ne cherchait pas un public auquel parler, il cherchait un public auquel
à écouter et il cherchait les professionnels de la médiation scientifique comme interface qui lui aurait permis de gagner en profondeur, en lecture des besoins de cette application et donc à nourrir sa question de recherche, en effet. Et donc, ça a donné lieu à aussi des publications mixtes. Donc, après, la relation s'est poursuivie avec quelques Living Labs qu'on a organisés, qui étaient des moments, j'espère, qu'on était intéressants pour lui et pour toute son équipe et pour les projets CITIC. C'était une des briques, hein, ce n'était pas la brique fondamentale. Et pour nous, ça fait des très très beaux moments d'interaction avec le public. Mais surtout, c'est que pour moi, était très frappant. Je crois que c'était un moment assez transformateur pour ma vision personnelle, pour le métier que je fais. C'est de dire, ben, la façon d'avoir besoin les uns des autres entre la recherche et le terrain, ça peut être beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et oui, aussi intéressante à ce moment-là de ce qu'on décrit habituellement. Donc voilà, il y a un expert, il y a des choses à dire, on trouve un public, il y a des curiosités, on les met ensemble. Là, ces relations, on pouvait vraiment la regarder de plusieurs façons différentes. Et après, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement intéressante à discuter. Donc, si quelqu'un l'a connu, j'aimerais bien lui rendre hommage. Et si ce n'est pas le cas, voilà, peut-être vous inciter à regarder son travail. Donc, je viens là à Remedis. Justement, c'est un effort de type partenarial de créer des moments de relations, des canaux de communication entre recherche et terrain. Parce que là, les constats qu'on a fait, surtout mon prédécesseur, Antonio Gomez da Costa, qui était directeur de la médiation et de l'éducation à l'université avant moi, c'est son idée, les réseaux Remedis, que je très, très volontiers repris. C'était l'observation d'une extrême richesse produite par la recherche sur les questions de médiation scientifique, qui est très peu connue par les gens qui, après, la mettent en pratique. C'est-à-dire que la littérature scientifique est peu connue par les practitioners, par les gens des terrains. Et ça, à mon avis, à l'avis d'autres personnes qui se sont réunies un peu autour de ces réseaux, c'est dommage. Et inversement, l'inverse est aussi vrai. Il y a une énorme richesse dans les échanges qui se passent au quotidien. Nous, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on aura 5000 personnes qui passent par la cité. Il y en a qui viennent pour les frais, hein, et d'autres qui viennent pour la science, mais ça nous va. C'est pas un problème parce que la clim fonctionne. Non, mais je veux dire, chacun de ces personnes rentre en contact avec des médiateurs du public. Parfois, c'est des échanges très superficiels. Parfois, ça devient des échanges profonds, très riches en connaissances. Connaissances qui est très rarement transférées au niveau de capitaliser, organiser, donc qui deviennent connaissances qu'on peut appeler ou que peut nourrir la recherche. Donc, l'objectif était de construire ces liens et en même temps de promouvoir plus de recherches sur les échanges qui ont lieu au niveau entre humaine et humaine. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi que la recherche sur la communication des sciences, médiation scientifique, qui est une recherche assez riche, la France c'est peut-être plus riche dans les pays anglo-saxons, mais la France n'a pas à rougir. C'est un pays où on produit de la bonne recherche, mais très souvent, c'est plutôt sur les médias, c'est souvent sur la muséographie, plus rarement sur ce qu'on appelle la médiation scientifique face publique, c'est-à-dire ce qui se passe entre des personnes qui parlent des sciences dans un contexte organisé. Et donc, l'autre objectif des Remedis est celui de promouvoir plus de recherches solides sur ces interactions et donc en comprendre la portée, l'influence, qu'est-ce qu'on peut lire dans ces interactions qui peuvent nous aider à mieux comprendre les relations sur ces sociétés en général. Donc, faire le travail que la recherche peut faire quand elle s'occupe, elle regarde ce qui se passe dans le monde, dans la pratique. Donc, je vais pas, je préfère peut-être m'arrêter là. Évidemment, il y a les nombres de partenaires, le fonctionnement. Il y a un site web que je pense qu'on pourrait mettre Ça sur y est. le chat. Parfait. Disons la liste des universités qui font partie du réseau et des centres de culture scientifique. Il y a l'AMSTI qui est le réseau des centres de culture scientifique. Et à travers l'AMSTI, donc, on peut toucher et avoir un essaimage sur les territoires. Et
dernière chose, les activités, vous les retrouvez aussi sur les sites. On a un rendez-vous tous les ans autour du mois de mars-avril qui nous permet et qu'on essaye de faire dans plusieurs endroits en France. Vous pouvez regarder aussi les programmes de ces rencontres et qui permet, autour de questions que j'ai un peu dessinées, de faire un point, faire un bilan annuel, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui émerge et après, normalement, on cherche un focus pour aller un peu en profondeur et surtout promouvoir ces échanges entre académiciens et, opérateurs de terrain autour de cette relation recherche-pratique. Et donc, voilà, après, s'il y a des questions, je peux détailler les questions concrètes, mais je trouve que les éléments factuels, c'est plus simple de les lire sur un écran que de les écouter. Voilà. Merci Mathéo. Du coup, on laisse la parole à Muriel pour présenter la cartographie. On prendra des questions à la fin. Je te D'accord. laisse. Ça me va. Donc, bonjour à tout le monde hein, et merci beaucoup hein, pour cette invitation. Donc, Mathéo vient de le dire, l'objet de Remedis, hein, c'est une espèce de creuset finalement hein, pour favoriser les partenariats entre des chercheurs, des praticiens. Voilà, hein, c'est un lieu où on peut apporter ce qu'on a envie de faire, partager. Voilà. Et avant de démarrer finalement là-dessus, il y a eu l'idée et même la nécessité de se dire, mais qu'est-ce qui existe déjà? Et au fond, quel est le paysage de la recherche dans le domaine? Donc, c'est là où, dans le cadre d'un accueil en résidence hein, dans les musées, j'ai pu passer du temps à Universcience avec l'idée de voir un peu à quoi ressemblait ce paysage de la recherche. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur les interactions humaines, hein, c'était un focus important parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche effectivement dans ce domaine-là. Travailler sur des sujets de sciences, techniques et industrie, que ce soit en présentiel ou en distanciel, que ça concerne tous les publics, tous les lieux, hein, donc ça restait quand même quelque chose d'assez large. Alors, je ne vais pas rentrer sur les questions de méthodologie. Hein, si ça vous intéresse, on pourra en parler après. L'idée pour établir cette cartographie, bah, ça a été de voir, au fond, qui sont les chercheurs, quels sont les laboratoires, comment dans le monde académique, finalement, ces recherches-là sont construites, organisées. Et une bonne façon de trouver, y compris une actualité, ça a été de voir quels sont les ANR, hein, les projets de recherche déposés, puisque disons le démarrage, hein, l'émergence de Remedis a été concomitant avec un moment important hein, pour nos communautés, qui est le moment SAPS, Science avec et pour la société, pour lesquels il y a eu des possibilités effectivement d'inscrire la question de la médiation et que des médiateurs puissent eux-mêmes, avec des institutions, des laboratoires hein, académiques, répondre à des appels à projets. Donc, c'était intéressant de voir comment eux se positionnaient aussi par rapport à ça et quel lien avec la recherche. Une autre façon aussi d'entrer finalement dans cette cartographie et dans son actualité, hein, il y avait vraiment cette ambition-là, c'était de voir quelles sont les thèses qui sont soutenues voilà, dans le domaine, quel sujet, est-ce que par exemple des médiateurs qui font des thèses, voilà, c'est des thèses un peu spécifiques, hein, c'est intéressant à renseigner. Et puis évidemment le travail classique de revue de la littérature, d'aller voir dans les grandes revues scientifiques, au fond, quelles sont les grandes orientations de la recherche. Donc ça veut dire une recherche multifactorielle hein, pour laquelle il a fallu voilà, structurer, organiser. Voilà. Donc ça a donné lieu à une cartographie dont on pourra mettre le lien, si vous voulez, dans le chat. Et finalement, cette cartographie, j'ai tenté de la structurer en six grands domaines. Deux grands domaines qui m'ont semblé plus dans une dynamique de transformation. Hein. J'ai appelé ça mutation, évolution, transformation. Et puis un autre domaine qui était un domaine qui était plus déjà balayé d'un point de vue de la recherche. C'est par exemple les questions d'éducation, les questions autour de l'histoire des sciences et des techniques, l'intérêt porté au public. Ça ne veut pas dire que c'est des recherches qui ne sont pas vivantes, mais ça veut dire qu'elles sont engagées déjà depuis plus longtemps. Alors, pour les autres, donc sur le volet mutation, évolution, transformation,
il y a disons, trois gros paquets voilà, pour ces recherches. C'est par exemple toutes les questions en lien avec le métier de médiateur. Comment définir ce métier? Quelles sont les compétences spécifiques? Est-ce qu'il existe des pratiques professionnelles qui sont vraiment spécifiques à ce métier-là? Dans des contextes qui sont des contextes particuliers pour lesquels on assiste à une institutionnalisation de la médiation scientifique, pour lequel on assiste aussi à des mutations importantes, par exemple avec les dispositifs participatifs qui viennent bouger pas mal hein, la pratique hein, des médiateurs. Et il y a un certain nombre aussi de travaux hein, sur la professionnalité qui essayent de faire, alors c'est pas mal les gens du domaine de l'éducation, mais pas seulement, qui regardent au fond d'autres métiers, par exemple le métier d'enseignant, le métier de bibliothécaire. Est-ce que ces métiers-là partagent des pratiques, des savoir-faire particuliers? Donc, on essaye de circonscrire le métier de médiateur avec plusieurs entrées possibles. Voilà, ça, c'était un gros paquet, disons, de recherches conduites autour de la question des professionnalités. Il y a un autre paquet conséquent, hein, et toujours je l'ai inscrit dans les mutations, les évolutions. On voit que là, la recherche conduite dans les domaines, elle est très vivante, elle est très active, elle est très diverse. J'ai appelé ça les formats et les pratiques. C'est-à-dire quels sont les différents formats de médiation, et leurs évolutions, et quelles sont finalement les nouvelles pratiques de médiation en émergence. Un peu ça alors, sans être exhaustive, hein, parce que sinon on y passerait l'après-midi, mais disons qu'il y a des gros jalons. C'est bien sûr le numérique, avec l'idée de, grâce au numérique, je vais donner accès à tous, finalement, à un partage de connaissances. Et en même temps, pour un médiateur, parfois, une médiatrice, eh bien, le numérique, ça peut être vécu aussi comme une injonction à utiliser des outils du numérique. Donc, les recherches se saisissent de ces éléments et de leurs contradictions. On en parlait tout à l'heure de Mathéo. C'est aussi un grand changement qui est dû à une autre façon de faire, à d'autres façons de faire, même faudrait le mettre au pluriel. C'est l'avènement des tiers-lieux, hein, Fab Lab, Living Lab et autres lieux où finalement on voit bien que il y a des nouvelles pratiques de médiation là qui émergent. Ce sont des nouvelles normes, ce sont de nouvelles valeurs. On travaille là finalement à une éthique. Alors là, c'est pas l'éthique qui pique comme tout à l'heure, hein. On est vraiment sur la question de l'éthique. Comment est-ce qu'on partage une éthique collective hein? Et ça, ce sont des questions qui me semblent tout à fait intéressantes. Comment on met en œuvre cette éthique et ça ne va pas de soi. On voit bien que tout le monde intervient sur une horizontalité, mais voilà, ça pose quand même un certain nombre de questions. Toujours dans format et pratique, on a la question du récit, la question de la bande dessinée, du roman graphique, qui deviennent de nouveaux supports hein, qui sont très mobilisés, on le voit. Ça fleurit hein, de partout, les bandes dessinées. Alors, pour une façon de transmettre des connaissances, mais pas que, on voit que c'est très mobilisé pour arriver à projeter, à se projeter dans les imaginaires des sociétés de demain. Notamment quand on a à traiter des questions environnementales, des questions qui produisent pas mal d'anxiété, notamment chez les plus jeunes, hein. On voit cet élément-là. Il y a les travaux de la mise en récit, je pense aux travaux d'Éric Triquet. Bon, si ça vous intéresse, on pourra en parler après, tout à l'heure. En tout cas, voilà un format ou des formats qui sont beaucoup mobilisés maintenant. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, la question des pratiques participatives, hein. Finalement, comment ces pratiques participatives sont perçues par les publics, comment ces pratiques participatives alors, sont perçues par les chercheurs hein, qui sont impliqués. Hein, qu'est-ce que ça change dans la pratique des uns et des autres et quelle est la place des médiateurs dans ce type de pratique? Quelle transformation en termes d'organisation, par exemple? Et ça implique des changements extrêmement conséquents. Dernier point sur ces formats et pratiques, hein, je n'irai pas au-delà maintenant, mais ça me semblait important celui-là de l'amener, c'est celui de ce qu'on a appelé l'événementialisation,
c'est-à-dire l'idée que les médiateurs sont soumis à des contraintes de commémoration, d'anniversaire, de faire un événementiel euh, qui est vécu comme un impératif et qui bouleverse grandement l'agenda. C'est-à-dire, il faut répondre assez vite. Il y a une espèce d'accélération dans les temporalités de ce métier qui conduit à des transformations qui sont examinées par les chercheurs sur les formats, sur les espaces de médiation, sur la professionnalité du médiateur, avec deux points en particulier qui sont regardés d'un peu près. C'est celui moi j'appelle ça l'effet waouh. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais il y a un peu l'idée, voilà, il faut que ce soit, voilà, que ça produise un effet, il faut que ça surprenne, que ça casse, recours un peu à l'extraordinaire avec les formats et une façon de présenter les choses, et des études aussi qui s'emparent de la question de l'émotion comme un ressort de la médiation humaine. Et là, il y a pas mal de travaux qui sont conduits aussi dans ce domaine-là. Et ça bouge pas mal, finalement, la façon, les formats et la façon dont la médiation se structure. Donc, ce pool-là, format pratique, je pense que c'est l'un de ceux qui est les plus dynamiques, vivants aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Ensuite, et c'est pas étonnant, et c'est quand même, ils sont très connectés entre eux, ces items. C'est la question j'ai appelé ça des finalités et des enjeux, c'est-à-dire c'est les recherches qui regardent finalement la médiation scientifique humaine, face to face. Quelles sont ses finalités, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qu'elle vise? Par exemple, on va trouver les travaux là qui s'intéressent aux questions de diversité, aux questions d'inclusion, aux questions dont on verra que ce sont des questions récurrentes en prise avec la nécessité de toucher davantage de publics, d'aller chercher les publics éloignés, les publics handicapés, les publics empêchés, les publics atypiques. Et c'est aussi les travaux qui concernent par exemple la question du genre. C'est aussi les travaux en termes d'enjeux et de positionnement qui concernent ce qu'on appelle l'intermédiation, c'est-à-dire une approche de la médiation scientifique qui se décrit comme cela, c'est-à-dire une approche qui va prendre en compte les rapports de pouvoir et inscrire les médiations scientifiques dans un relationnel finalement qui doit prendre en compte des questions économiques, politiques, sociales. Voilà, il y a cette affirmation et finalement la médiation scientifique va correspondre à une mise en dialogue des acteurs, d'une diversité de savoirs et qui va questionner le rapport au pouvoir. Voilà, c'est le terme d'intermédiation qui décrit ces recherches-là, dont on voit que les finalités présentent vraiment des spécificités. Il y a vraiment une revendication en termes d'inscription et de prise en compte des rapports de pouvoir quand on fait de la médiation scientifique. Ça, c'est quand même un point qui est important. Après, j'arrive dans les grandes questions qui sont déjà très balisées depuis longtemps par la recherche, mais qui néanmoins restent des questions qui sont actives et vivantes. Ce sont les questions liées à l'éducation. On est là sur des recherches qui questionnent qu'est-ce qui relève de l'éducation, qu'est-ce qui relève de l'instruction, qu'est-ce qui relève de l'école, qu'est-ce qui relève de la médiation. Est-ce qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait des liens entre cette éducation formelle de l'école et cette éducation non formelle qu'on va trouver à Universcience ou ailleurs? Voilà, qu'en est-il de ça? Et là, il y a des questions assez intéressantes qui émergent aujourd'hui et qui concernent la volonté d'essayer d'établir un continuum éducatif entre éducation non formelle et éducation formelle, plutôt que de penser deux mondes qui s'ignorent au fond, ou de penser la médiation scientifique comme la cerise sur le gâteau, vue par certains chercheurs en sciences de l'éducation, par exemple. Vous voyez, bon, je citerai personne. C'est aussi donc dans les grandes questions qui ont été bien balisées, et c'est tout à fait passionnant, les travaux du domaine. Ce sont les chercheurs qui travaillent plutôt sur les questions en prise avec une histoire finalement de la culture scientifique, technique, industrielle,
qui est une histoire qui est plutôt pas mal renseignée, enfin qui est en construction, hein, qui est une histoire sociale, qui est une histoire culturelle et qui oui, approche tant les institutions et leurs évolutions, finalement, que les modalités de diffusion du savoir et leurs évolutions sur un temps long. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette perspective historique qui inclut les questions de patrimonialisation, par exemple, voilà. Mais cette histoire sociale et culturelle permet voilà, de bien jalonner la culture scientifique et technique. Et je pourrais faire une publicité, si on en a le temps, à la fin de notre réunion sur cette question tout à l'heure, pour un doctorant qui va bientôt soutenir. Dernier point sur les éléments qui sont déjà pas mal balayés, c'est la question finalement des publics et la question des publics aujourd'hui. Hein, là, je ne peux pas décrire tous les travaux de recherche qui ont été conduits dans le domaine parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des recherches qui sont conduites depuis un long moment déjà. Hein, c'est vraiment et ça, c'est une façon aussi d'illustrer l'anecdote de Mathéo. Hein, c'est le zoom mis sur les publics, il est tout à fait central. À qui on s'adresse, qui sont les attentes. Là, qui sont vraiment discutées aujourd'hui, c'est l'idée on cherche à comprendre c'est quoi l'expérience du public quand il est sur une médiation comme ça, face to face, sur une médiation humaine. Au fond, on essaye de comprendre quel est le processus de construction de sens sans se limiter au savoir scientifique, hein, en prenant en compte le public dans sa diversité avec une approche cognitive, émotionnelle. Voilà, ce sont des recherches conduites dans le domaine. Voilà. Alors, j'en reste là si vous voulez, pour ces différents éléments. Je suis passée vite, mais ça donne déjà, je pense, une première idée. Hein, ces 6 entrées-là. Que donne l'analyse finalement? Quand on regarde un peu plus en détail, on se rend compte qu'on a un paysage de la recherche qui est en archipel. C'est difficile hein, de délimiter du fait des diversités des acteurs, des activités, des domaines de recherche, des disciplines qui sont convoquées. Et là, dans le travail que j'ai conduit, ce sont principalement les recherches académiques qu'on a pu mettre en avant et moins les recherches non académiques qui existent également. Dans le constat, un autre élément, c'est qu'il n'y a quasiment pas de laboratoire dédié à ces questions directement, donc parfaitement identifiables, mais plutôt des axes, des sous-axes, des thèmes hein, dont on arrive à voir voilà, leur existence. Et là, c'est plutôt important, c'est plutôt dense, hein, au moins à l'échelle de la France. Hein, je crois que je n'ai pas dit que c'était à cette échelle-là que j'avais travaillé. Et puis des lignes de force qu'on voit se dessiner là, avec les éléments que je vous ai cités tout à l'heure. Après, il y a 2 points aveugles, on s'y attendait, hein, il n'y a pas eu de surprise, mais c'est quand même intéressant de pouvoir corroborer une hypothèse qu'on avait avec les résultats de l'enquête. Le premier, ça concerne l'évaluation, c'est-à-dire comment évaluer une action de médiation, et la recherche devra s'en emparer un peu sérieusement. Alors, il y a des choses qui sont conduites hein, par les professionnels de la médiation, il y a des ANR aussi qui sont en train de se terminer et d'amener des éléments. Et la deuxième chose, et là Mathéo en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment le problème de l'articulation entre les recherches qui sont conduites et les pratiques, entre les chercheurs et les praticiens. Où là, on voit finalement qu'il y a quasiment 2 mondes qui ne communiquent pas beaucoup. Et ça pose un réel problème, alors que ces 2 mondes-là peuvent s'enrichir, peuvent vraiment s'enrichir l'un l'autre. Finalement, c'est pas très étonnant hein, ce résultat. On pourrait dire tout ça pour ça. Oui, mais quand même, c'est corroboré par des éléments factuels, l'étude. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, au-delà de la France, on a ce problème-là hein, dans le monde anglo-saxon. C'est la même chose. Et on se rend compte que l'absence de connexion ou
trop peu de connexion entre recherche et pratique va bien au-delà de la sphère francophone. Et c'est le cas, par exemple, ça a été repéré par les éditorialistes de la revue JCOM, hein, Journal of Science Communication, c'était en 2024. Et, ils ont tenté quelque chose en disant que ça serait bien quand même d'identifier entre cette articulation entre pratique et recherche. Et alors là, la cartographie permet d'en identifier quelques-uns. Et c'est ça que je propose de voir très rapidement avec vous, si j'ai encore un peu de temps, Grégory. Peut-être la première chose, alors c'est assez trivial, mais bon, encore fallait-il y penser quand même, hein. La première chose, c'est une question de représentation. C'est-à-dire que les attentes d'un monde à l'autre, le monde des praticiens et le monde des chercheurs, ne sont pas les mêmes. Donc, on vit un peu dans des implicites qu'il faut expliciter. Et j'ai appelé ça finalement des cultures épistémologiques et des cultures professionnelles qui ne sont pas les mêmes. Et c'est peut-être ça les leviers pour le rapprochement. Par exemple, les praticiens espèrent des recommandations un peu précises sur leur pratique et ils pensent que les chercheurs vont leur amener une façon de faire, par exemple, voilà, des choses assez précises. Ils pensent également que les chercheurs vont être capables d'évaluer leur médiation, d'évaluer leur pratique de médiation assez facilement. Et ben non, c'est un travail qui reste vraiment à engager et avec eux. Ce n'est pas les chercheurs qui pourront faire ça, c'est dans le cadre de co-construction qu'on pourrait l'envisager. Et les chercheurs, de leur côté, ont assez rarement des visées applicatives. Il y en a, mais finalement assez rarement. Et le lien avec les praticiens, c'est plutôt les praticiens, alors je mets beaucoup de guillemets parce que ce n'est pas du tout péjoratif, mais sont plutôt perçus comme des sujets d'études plutôt que comme des collègues, des collaborateurs pour la recherche. Voyez, et ça, c'est un élément voilà, de posture aussi, de posture professionnelle. Et les besoins des praticiens n'arrivent pas jusqu'à la sphère de la recherche, ou en tout cas insuffisamment, de manière trop partielle. Donc, tous ces besoins-là sont à identifier et à mettre en lien directement avec le monde de la recherche. Un autre élément qui repose aussi sur des représentations et que j'ai trouvé que c'était assez fort, c'est plutôt des questions épistémologiques sur les représentations. C'est-à-dire, on a souvent, pas toujours, mais souvent quand même, de la part des médiateurs scientifiques, une représentation, sont des gens qui ont fait des masters scientifiques pour pas mal d'entre eux, voire des thèses scientifiques aussi pour pas mal d'entre eux, mais ils ne viennent pas nécessairement des sciences humaines et sociales, et la méthodologie qu'ils ont en tête, qui reste implicite sur le travail de recherche, et souvent celle des STEM, c'est-à-dire des science, technology, engineering, mathématiques. Donc, dans le cadre de méthodologies qui sont celles des sciences dures, souvent, pour lesquelles on va expérimenter, modéliser, avoir des résultats, interpréter les résultats, alors que la recherche en médiation est une recherche qualitative qui repose, par exemple, sur des entretiens, qui est une recherche itérative, et à la fin, on a souvent plus de questions reformulées que de préconisations ou de réponses claires. Ce n'est pas forcément le cas de la recherche non plus dans les sciences dures, mais d'un point de vue méthodologique dans les représentations, et y compris dans les représentations de certains chercheurs du reste. Et ça me semble vraiment important que ce partage épistémologique, on pourrait appeler ça une littératie épistémologique, se fasse d'un côté comme de l'autre, pour éviter des biais, pour éviter des implicites, pour éviter, par exemple, il y a un auteur, un philosophe des sciences, il y a quelques années déjà, qui disait, si on n'a pas d'approche épistémologique, c'est Dominique Lecourt, alors il y a quelque chose qui va s'installer de manière implicite, et ce quelque chose, c'est un positivisme naïf. Voilà, la science a raison, la science, elle est absolue, j'exagère un petit peu, elle procède d'une méthodologie voilà, qui n'est pas critiquable, voilà, et on peut en creux finalement adopter ce genre de posture. Donc, moi, je dirais, bon là c'est un peu personnel, pour une littératie épistémologique partagée, ça ne veut pas dire quelque chose de figé dans sa forme,
bien au contraire, mais ça veut dire qu'on partage ensemble entre praticiens et chercheurs les mêmes questions. Et ça me semblerait, parce que c'est un langage à partager, au fond, cette culture épistémologique comme un langage à partager. Parmi aussi les questions de culture professionnelle, il y a des choses ultra basiques, hein, mais bon, encore faut-il le voir. J'en parlais tout à l'heure. Le métier de médiateur, de médiatrice est un métier encore insuffisamment circonscrit, insuffisamment connu et reconnu. Il est extrêmement divers, hein. Il y a une diversité des formats, il y a une diversité des pratiques, et malgré tout, ça reste un impensé. Donc, ça veut dire que si on veut s'acculturer de ce métier, ben, il faut aussi travailler sur ce qu'il est en réalité, hein, et de manière à ce que les chercheurs et les médiateurs eux-mêmes parfois ont du mal à se définir en tant que métier de la médiation. Plusieurs d'entre eux m'ont dit, c'est pas le cas de tous, hein, mais bon, ils viennent vers moi, ils savent que je travaille sur les questions d'éducation, ils me disent, à nous, ce qu'on fait, c'est pas de l'enseignement, hein. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir cette définition un petit peu en creux. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais ça dit quelque chose. Donc, culture professionnelle partagée. Vous voyez que, par exemple, l'agenda d'un chercheur et l'agenda d'un médiateur, d'une médiatrice, c'est pas la même chose. Les temporalités sont pas les mêmes. Le temps long de la recherche, bah, ça rentre pas dans l'agenda d'un médiateur qui, lui, va être dans l'événementialisation dont je parlais tout à l'heure. Il faut penser les médiations, mettre en œuvre les médiations, aller chercher des financements. Vous voyez, on est dans un rythme qui est pas le même. Le temps du chercheur et le temps du médiateur, c'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes temporalités. S'il y avait des préconisations, quelques préconisations à faire, peut-être c'est l'idée de prendre très au sérieux, hein, les réflexions des acteurs et des praticiens pour circonscrire, hein, leur profession. C'est de penser des actions en commun, c'est-à-dire culture commune, épistémologique, culture commune, professionnelle. Ça peut être le cas, je ne sais pas moi, de formation croisée, par exemple. Et puis aussi, peut-être repenser un cahier des charges maintenant à la lueur de la stratégie nationale, voilà, qui est plus d'actualité. Il y a une feuille de route qui a été donnée, mais qui n'a pas la même ampleur, hein, que la stratégie nationale telle qu'elle avait été déployée et dépliée entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la culture. Et ça donnait un temps fort et symbolique quand même à la question de la recherche sur la médiation scientifique. Et c'est bien, et j'en finirai avec ça, c'est bien là le rôle de Remedis, que de mettre en contact, d'associer, de fédérer pour que des projets puissent effectivement émerger, se constituer, être diffusés. Voilà, c'est un lieu comme un creuset finalement, un creuset qui permettrait de rapprocher les praticiens et les chercheurs. Merci beaucoup, Muriel. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On en a déjà une, enfin 2 questions en une de la part de Frédéric. Dans quel type de labo on fait de la recherche sur la médiation scientifique? Et du coup, quels sont les profils de scientifiques impliqués? Tu peux peut-être compléter, Frédéric? Non, pas nécessairement, mais c'est vrai que j'étais curieux de voir un petit peu comme il n'y a priori pas de labo strictement dédié à cette recherche-là. Je voulais savoir un petit peu effectivement que dans les quelques labos qui s'affichent pour en faire, quelles étaient un petit peu effectivement les recherches qu'ils y faisaient, puis puis avoir une idée des profils de chercheurs ou chercheuses impliqués. Alors, il y a quelques laboratoires qui sont des laboratoires où on voit très clairement quand même la médiation scientifique, hein, qui est présente. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de laboratoires où il y a un axe pour lequel on va voir effectivement de la recherche sur les médiations. Il y a beaucoup de laboratoires dans le domaine des SIC, hein, sur la communication. Il y a beaucoup de laboratoires dans le domaine de l'éducation. Il y a beaucoup de laboratoires aussi dans le domaine des gens qui travaillent plus sur la question de la diffusion de l'épistémologie, sur les questions d'histoire des sciences. Sont des laboratoires qui déploient ça. Et il y a des chercheurs, alors c'est vraiment difficile, hein, d'identifier, sauf ceux pour qui c'est très clair, hein, mais d'identifier le profil recherche parce qu'on voit,
ça peut être assez circonstanciel aussi. C'est-à-dire, à l'occasion d'un projet, on va avoir besoin d'un historien, on va avoir besoin d'une approche plus anthropologique, on va avoir besoin d'une approche plus sociologique, par exemple, et les gens vont entrer dans ces projets, voilà, de manière aussi plus circonstancielle. C'est pas toujours évident d'avoir une granularité très fine et de saisir des identités très nettes, comme on dirait, il est physicien, des particules, par exemple. Bah, c'est compliqué de dire quel est le profil du chercheur type, hein. Il y a une grande diversité de profils. Alors, bien sûr, il y a des gens, je pense à Marie-Christine Bordeaux, par exemple, qui a fait toute une carrière, et encore, elle est, par exemple, elle travaille tout autant la médiation culturelle que les questions de médiation scientifique. Elle a travaillé tout autant l'histoire que les questions institutionnelles, que les pratiques. Vous voyez, ça fait des... Comme les médiations scientifiques, j'ai présenté ça comme un archipel, hein, l'archipel, il permet quand même de dire qu'il y a des points communs, hein, ça part pas dans tous les sens, hein, mais il n'empêche qu'à partir de l'île et après ce qui va se déployer, ça peut prendre des orientations très différentes. Donc, dans cette diversité, finalement, ben, ça implique aussi une diversité chez les chercheurs. Je réponds pas, hein, Frédéric, vraiment bien, parce que j'en ai pas les moyens. Ça a été pour moi un vrai casse-tête, cette affaire-là. Et donc, la cartographie, elle tente effectivement de... On a fait une entrée, c'est l'OCIM, hein, qui a fait tout le travail en amont et en aval et de suivi et de transformation, parce qu'il faut l'actualiser, la cartographie, sinon elle est déjà obsolète. Et on a fait le choix d'entrer par effectivement, de repérer les chercheurs plutôt que les laboratoires. Donc, on voit des gens, effectivement, avec toutes les sections du CNU ou des chercheurs du CNRS qui sont assez divers. Merci. Est-ce qu'on a une autre question pour Muriel ou pour Mathéo sur le réseau? Sinon, Moi, je veux bien, si tu veux. Vas-y. Et donc, moi, je demandais, est-ce que vous prenez en compte, alors peut-être comme objet d'étude aussi, des chercheurs qui ne s'affichent pas forcément impliqués, enfin, qui font de la médiation sans trop le savoir, dans le sens où ils ont des projets, alors soit de séances participatives ou à un moment donné, il y a une interaction avec un certain public qui peut être très divers, et qui finalement font de la médiation, mais à partir de leur, on va dire, puissent faire leur qualité personnelle, individuelle, parce qu'ils n'ont pas eu forcément une formation, ils n'ont pas forcément suivi de formation ad hoc, etc. etc. Et est-ce que justement cette typologie de scientifiques qui s'impliquent dans les médiations font partie d'objets d'études aussi dans le cadre de laboratoires qui s'intéressent à la médiation? Oui et non. Oui, dans le sens où la méthodologie de l'enquête a nécessité que ce soit... Je ne suis pas allée interroger tous les chercheurs, hein, susceptibles de faire de la médiation scientifique. Une médiation humaine, ça, c'est pas possible. Donc, la méthodologie, ça a été des gens qui publient dans le domaine, ça a été des thèses dans le domaine, ça a été des gens impliqués dans des projets de recherche type ANR, qui concernent le domaine. Et là, on voit arriver un peu ces profils de personnes, hein, qui ne sont pas nécessairement des médiateurs en tant que tels, hein, mais plutôt des chercheurs qui font effectivement une recherche, pas nécessairement d'ailleurs de la recherche dans le domaine, hein, parce que ce que j'ai cartographié, c'est des gens qui font de la recherche dans le domaine, hein, pas des chercheurs qui font de la médiation. Ça pose. Alors, dès l'instant où il y a un projet, dès l'instant où sur un site d'un laboratoire, la fiche du chercheur le donne, l'axe le mentionne, ou la présentation d'ensemble du laboratoire le donne, alors oui, on a cartographié les acteurs. Mais quand ça n'y est pas dans le laboratoire ou sur la fiche du chercheur, on l'a pas. Et ça m'a amené souvent, parce que je voyais des projets, des noms, c'était pas très clair, à entrer en contact directement avec des personnes pour en savoir plus. Mais vous voyez que là, on ne peut pas, avec son épuisette, aller chercher des petits poissons qui sont passés à... Pas possible. Et déjà, ça permettait quand même de cartographier des acteurs dont on voit que ce n'est pas forcément le cœur. Ce n'est pas au cœur, par exemple, de leur section du CNU. Ce n'est pas au cœur de leurs travaux de recherche. Donc, on en a quelques-uns quand même. L'idée, malgré tout, c'était d'arriver déjà à voir qui fait quoi et où et qu'est-ce qu'il fait.
Donc, plutôt les gens qui travaillent quand même sur le sujet. Merci. Du coup, je donne juste 2 secondes la parole à Jean-Baptiste parce que j'ai l'impression que Muriel a répondu un peu à la question et je voulais juste avoir la confirmation. Parce que, Oui, Hmm. très Oui, bien, tout merci. à fait, ouais, ouais, ouais. Merci. De rien. J'en ai une. Mais du coup, Vas-y. si j'ai la parole, j'en profite. J'étais en train d'en écrire une autre question. Muriel, vous avez évoqué l'intermédiation, vous l'avez même définie. Est-ce que, de fait, je parle pas des recherches sûres, mais plutôt des actions d'intermédiation, à proprement parler, est-ce qu'elles ont trouvé leur place dans la cartographie? Et au-delà de la définition que vous en avez donnée, est-ce que vous avez quelques exemples en tête? Et je me demande en particulier s'il y a des projets qui vont faire plus appel à l'intermédiation qu'à la médiation, ou est-ce que finalement ce sont des rôles assez glissants et un médiateur peut se retrouver à faire de l'intermédiation telle que vous l'avez définie. Voilà, je m'interroge sur l'équilibre entre ces deux familles d'activités et la place que l'intermédiation a pu avoir de fait dans la cartographie. Ouais. Oui, c'est apparu sur des. Effectivement, il y a des travaux de recherche qui sont conduits dans le domaine, hein. Il y a des chercheurs qui se revendiquent de l'intermédiation en termes de recherche pour penser la médiation scientifique avec des enjeux qui sont des enjeux de non-neutralité, d'engagement. Voilà, c'est à ce stade-là. C'est souvent en lien d'ailleurs avec les recherches participatives pour lesquelles les questions de relations, les questions de médiation très contextualisées sont également prises en compte. Après, ça en reste, je ne pourrais pas répondre à la deuxième partie de la question sur l'intermédiation. On voit que là, il y a quelque chose qui a émergé de manière assez conséquente. C'est des prises de position quand même qui sont assez claires. Il y a des projets financés dans le domaine. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui était à repérer dans la cartographie. Donc, c'est quelque chose qui est à suivre là pour voir un peu comment ça va évoluer, comment ça va se positionner. Mais on voit que et je vois Stéphanie voilà, qui va nous dire quelque chose, Stéphanie, bien mieux que moi sur l'intermédiation. Effectivement, ça a toute sa place ça avait toute sa place et ça a toute sa place non seulement dans la cartographie là, telle qu'elle a été constituée, mais telle elle est mise, elle va être mise à jour. On a décidé d'une mise à jour une fois par an. Voilà, donc ce sont des éléments avec des projets nouveaux. Peut-être Stéphanie veut Ouais. prendre la suite là, sur cette question. Merci Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Et désolée d'être arrivée si tard, j'arrivais pas à démarrer la visio et j'étais de toute façon incapable de vous rejoindre à 13h. Mais en tout cas, hyper intéressée par cette cartographie qui, moi, me fait écho aussi à pas mal de sujets sur lesquels on a à cœur de travailler. Donc, je coordonne l'association Alice pour les personnes que je ne connais pas, donc association Alliance Sciences Société. Et on essaye de mettre en place des cartographies régionales autour des enjeux sciences-société. Et donc, le travail que tu as mis en œuvre sur cette cartographie des médiateurs m'intéresse grandement et je pense que c'est vraiment très judicieux qu'on puisse croiser nos apports et avoir des apports réciproques et mutuels entre ces démarches-là, parce que ces cartographies d'acteurs, on essaie donc de les faire à des échelles régionales pour faire le lien avec les laboratoires les plus engagés, les dynamiques territoriales que ça sous-tend, avec peut-être des orientations spécifiques en fonction des politiques régionales spécifiques. Et dans cette continuité, là, pour l'instant, on est arrivé à aboutir à quelque chose sur la région Bretagne. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en route doucement avec la région Normandie, notamment grâce au réseau Cogito, dans lequel le Dôme est particulièrement investi. C'est d'ailleurs le Dôme en particulier qui coordonne ce réseau Cogito. Et donc, on est en lien avec l'AMSTI quant au travail qu'ils sont en train de mener sur une volonté un peu similaire, d'avoir un groupe de travail sur les territoires autour des enjeux portés par les acteurs de la CST. Ce qu'on se rend compte dans ce qu'on a pu mettre en œuvre au niveau de la carte de la Bretagne, c'est que les interactions sciences-société en Bretagne, tout du moins, on peut mobiliser les acteurs de la CST. Et donc, moi, ça m'intéresse aussi de voir, au regard du travail que tu présentes, la place qui a été dévolue à des personnes qui n'ont pas forcément dans le registre que tu as pu en faire, un statut de chercheur, mais qui contribue
à faire avancer la recherche sur la médiation et l'intermédiation. Et donc, je voulais savoir si jusqu'à présent, tu avais pu mettre un focus spécifique sur ces éléments-là, ou si ce n'était pas encore le cas, et si ce n'était pas encore le cas, est-ce que ça te semblait pertinent, intéressant qu'on y réfléchisse ensemble pour laisser une place à ces acteurs qui ne sont pas chercheurs, en tout cas pas chercheurs en tant que tels, mais qui contribuent à faire avancer la recherche sur ces notions. Je peux répondre. Mathéo, si tu veux intervenir aussi là-dessus, je ne sais pas. Non, je pense que ça a été dit. J'ai mis dans le chat une référence qu'à mon avis, c'est une bonne, si on veut répondre un peu plus en profondeur de ce qu'on peut faire dans quelques minutes à cette question de l'intermédiation. C'était justement, je crois, coordonné par la liste Evelyne Lost d'une côté et la liste de l'autre, les cahiers de l'INGEP dédiés à l'intermédiation. C'était une recueil de textes de recherche et d'interviews. Et entretien aussi, voilà. Qui explore. Et à mon avis, c'est un de plus complets. Et après, j'ai vu que Nathalie Chaloub a mis dans un projet actuellement en cours intermédiaire. Donc, je pense que c'est deux exemples qui répondent un peu à la question posée de façon un peu plus profonde de ce qu'on peut faire en quelques minutes. Et avec l'OSIM, donc on s'est posé la question aussi, hein, mais là, le choix a été fait pour essayer d'avoir quelque chose un peu rigoureux, là, sur cette première étape, hein, de rester sur effectivement un monde académique repéré dans les laboratoires, parce que déjà, il fallait faire ce travail-là. Après, on s'est posé la question, par exemple, des gens qui sont doctorants, des docteurs. Voilà, on avance là-dessus petit à petit. Et puis, effectivement, la question se pose hors du monde académique. Comment pouvoir répertorier les personnes qui sont parties prenantes. Mais là, ça dépasse la cartographie telle qu'elle a été pensée au départ. C'était vraiment un autre travail à constituer. Et donc, peut-être que ton échelle, enfin ton échelle, celle que tu proposes, Stéphanie, en, disons, plus locale, permettrait de faire ça. Mais à l'échelle nationale, c'était vraiment compliqué. En revanche, la cartographie nationale devrait donner des jalons, peut-être pour penser autrement et attraper aussi les personnes là, une autre typologie d'acteurs finalement, qui ne sont pas ceux de la cartographie. Et ça me fait penser, alors il faudrait le retrouver, mais qu'il y avait un projet qui était conduit à Marseille d'un groupe aussi de chercheurs et de médiateurs qui voulaient faire le travail que tu proposes, qui sont les acteurs locaux, et d'avoir cette approche en local. Je retrouverai ça et on pourra communiquer là-dessus, parce qu'effectivement, la dimension locale permettrait d'avoir un grain différent que moi, je ne pouvais pas avoir à l'échelle nationale, hein. Mais par contre, la nécessité pour moi, quand même, c'est de faire un travail le plus rigoureux possible avec ce dont on disposait, mais qui est déjà obsolète d'une certaine manière, qu'on est en train de mettre à jour là, et on va faire une mise à jour assez bientôt pour voir comment ça évolue. Mais il fallait circonscrire les choses un peu clairement, sinon on ne savait plus exactement de quoi on parlait. Mais affaire à suivre, Stéphanie. Merci. Il y a une question dans le chat, peut-être pour Mathéo. La question de Margot. Selon vous, est-ce qu'on peut dire que le rôle de médiateur ou médiatrice est vu comme secondaire à un métier, tel qu'enseignant-chercheur ou conservateur de musée? Ouais, oui et non. C'est-à-dire que moi, ma réaction principale, c'est à chaque fois qu'on voit, on veut mettre des échelles, on voit toujours que c'est lui qui propose l'échelle, c'est celui qui se voit en bas, et pour justifier l'effet en gros, pour justifier des frustrations. Donc, juste, j'aime pas mettre la catégorie que je représente, disons celle des médiateurs scientifiques, comme secondaire nécessairement. Non, il y a des situations dans lesquelles c'est bien valorisé, c'est bien mis en avant. Et ce qui est vrai, c'est que c'est moins bien défini. Certainement. C'est-à-dire que par ce qu'on a dit, par ce qu'on a vu aussi dans le discours de Myriel, et on le voit dans les discussions, si les métiers de conservateur de musée est extrêmement bien cadré, défini, il y a une référentiel métier, les métiers qu'on appelle médiateurs scientifiques, ça recouvre une quantité de fonctions, aussi d'encadrement, du point de vue strictement des types de contrats de travail, qui
qui sont très différents les uns des autres, et donc ça devient plus difficile, disons, d'en parler en tant que catégorie. Et pourtant, on trouve que c'est très intéressant parce que quand on parle de dialogue sciences-société, beaucoup de choses se passent à ces niveaux-là. Et donc, c'est important d'en parler. Personnellement, après, il y a eu des tentatives, y compris celui de l'école de la médiation, qui est aussi un dispositif partenarial piloté par Universcience, plutôt dédié à la formation à la médiation scientifique. Nous avons tenté à une époque, il y a une dizaine d'années, de créer un référentiel métier de la médiation. Donc, on a des bases, mais ce n'est pas des bases complètement institutionnalisées. La question qui peut se poser est, est-ce qu'il faudrait vraiment en avoir une? J'ai des collègues qui pensent que oui, il faudrait structurer plus ces métiers spécifiques. Si je peux donner mon opinion, à mon avis, oui, pour des raisons purement factuelles, voilà, de donner la juste valeur aussi à la professionnalisation et à la professionnalité de ces métiers. Donc, on ne pas se retrouver où on considère qu'un peu tout est pareil. Mais d'autre part, il y a une diversité, une adaptabilité qui est, je trouve, un peu intrinsèque dans le métier, et donc peut-être c'est pas la première le premier des besoins. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Merci. On a un tout petit peu de temps pour une dernière question, s'il y en a une. Margot confirme que vous avez bien répondu. Peut-être moi très vite pour Mathéo ou Muriel, est-ce que INRAE peut s'appuyer ou des chercheurs d'INRAE, des scientifiques, des médiateurs peuvent poser des questions au réseau Remedis, parce que là on a ouvert la porte de la recherche sur la médiation et je pense que beaucoup de scientifiques n'étaient pas au courant que ça existait. Donc si ça mature un peu et que on a envie d'aller plus loin, si une question de recherche commence à sortir, est-ce qu'on peut vous saisir, Ah discuter bah, on avec a vous? intérêt absolument ravi, absolument ravi. En gros, c'est un peu l'objectif qu'on a, c'est d'arriver à identifier des questions de recherche. Juste, je répète, parce que je vois que parfois aussi dans les questions, parfois c'est pas complètement clair et on est consciente, on s'y retrouve. Nous, ce qu'on est intéressé, c'est pas les métiers du médiateur, c'est vraiment la recherche, non pas sur ce qui se passe dans les interactions humaines dans un contexte de partage de savoir, sciences et société, etc. Donc, que ce soit un chercheur, que ce soit un médiateur, c'est qui produit un travail, comme le disait Muriel, qui est publié, qui a obtenu qui a obtenu un projet de recherche qui est devenu un facteur clé dans la carrière des recherches de quelqu'un. Donc, c'est ça les champs. Et s'il y a des questions de recherche sur une typologie spécifique de médiation, par exemple, je sais qu'il y a eu des recherches intéressantes qui sont moins à la mode aujourd'hui, mais seraient peut-être intéressantes, c'est-à-dire quel est le rôle de la outdoor comment le fait d'être outdoor transforme la façon dans laquelle on raconte les sciences au public. Je donne juste un exemple pour essayer de trouver un exemple complètement improvisé, mais s'il y a des recherches spécifiques, un cas qui mériterait d'être traité. Après, nous, on n'est pas une agence ni on a les moyens pour les financer, mais on peut peut-être accompagner, soit dans les cadrages, soit dans l'identification des chercheurs qui ont spécifiquement les compétences ou la structure pour le faire, et pourquoi pas s'associer pour aller chercher les financements qui peuvent permettre une thèse ou choses comme ça. Mais c'est la situation idéale, c'est celle où soit un chercheur a une question de recherche et nous, on peut l'accompagner à trouver les terrains qui permet d'analyser cette question, ou bien quelqu'un qui a une expérience de terrain et qui dit, bah là, c'est riche, on peut en tirer quelque chose et on peut aider à mettre en contact avec les chercheurs qui les transforment d'expérience en capital connaissance. Merci beaucoup. Eh ben, je vois que Nathalie a mis une enquête qui est actuellement en cours pour le réseau. Je vous propose de la mettre aussi en avant autour de la rediffusion du webinaire. Comme ça, elle sera aussi sur le site et elle sera diffusée à tout le réseau. Merci. Voilà. Ben, merci à vous. Merci pour ces échanges.
J'espère que ça vous a plu, aux personnes qui étaient là. Et puis bon courage pour la chaleur qui continue. Je vous souhaite Et une merci, bonne j'ai vu que le nom de François Cosson a résonné chez certains, j'en suis ravi parce que je le répète, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Donc, tout en étant dans une trajectoire professionnelle complètement différente de la mienne, mais ça m'a transformé. Ça marche. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Mariano.